l'installation en poste de conduite. Par quoi on commence? Ouais, donc sur le dossier, vous avez, dans la voiture, vous pouvez régler la hauteur. D'accord, donc vous êtes assis sur le siège. Donc vous avez une poignée sur le côté dans la voiture. Donc vous pouvez lever. Donc au niveau de la hauteur, on va régler les yeux au milieu du pare-brise. D'accord? Les yeux au milieu du pare-brise. Ensuite, on va marquer quoi en deuxième? La distance. Donc, la hauteur, ensuite c'est la distance aux pédales. Donc pour la distance aux pédales, les pieds sont très importants. Vous devez toujours avoir le pied bien en face du frein et vous le pivotez sur l'accélérateur, ce qui vous permet de vous retrouver l'accélérateur du bout du pied. Alors on voit certains élèves qui mettent le pied en face de l'accélérateur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent trop fort. Donc en permanence, ils perdent le contrôle du véhicule. Quand on demande d'être au millimètre à 50, ben, ils sont à 60, après ils sont à 40, vous n'avez pas de doser en accélérateur. Donc on met bien le pied en face du frein, la partie ici la plus forte du pied, parce qu'en cas de freinage d'urgence, vous prenez toutes ces forces. Donc vous êtes en train d'accélérer, le gamin traverse, votre pied, talon au sol, pivote, et tac, vous allez tout de suite trouver votre frein. Si certaines jeunes filles prennent l'habitude, parce qu'elles ont des petits pieds, de pivoter, elles ont le pied sur l'accélérateur, le gamin arrive, et elle loupe le frein, tue le gamin. Donc la position des pieds, ce n'est pas un détail, la position des pieds, c'est vital. Si vous le faites bien, vous serez plus performant pour accélérer. Donc la bonne position des pieds, c'est, comme vous pouvez le voir, bien en face de l'embrayage, et l'autre bien en face du frein, qu'on pivote talon au sol sur l'accélérateur, et on se retrouve donc sur l'extrémité du pied. Donc je répète, on règle en premier, ça tombe au pote, hein, la hauteur, ensuite la distance aux pédales, après, Rami, donc le dossier, est-ce que le dossier on le met plutôt droit, ou plutôt en arrière, beaucoup en arrière? Non, incliné un peu. D'accord? Donc on le met légèrement en arrière, incliné un peu là, sur un angle de 110 degrés. D'accord? Donc vous évitez de le mettre comme ça, il faut que vous soyez à peu près sur 110 degrés. Si vous êtes trop droit, et ben votre corps, tout le haut du corps est en repos, tout le haut du corps est en repos sur le bas du corps, et donc vous fatiguez le haut du corps. De plus, quand vous êtes trop droit, vos yeux sont, le champ visuel est rétréci vers le bas. Donc vous ne pouvez pas regarder loin. Comme disent certains inspecteurs, vous vous enfermez dans votre bulle. Si vous mettez l'angle parfait qui a été déterminé par les médecins, c'est 110 degrés. Donc si vous vous mettez légèrement en arrière, tout le haut du corps est en repos sur le dossier, donc vous vous économisez sur la fatigue. La fatigue est la troisième cause de mortalité en France, après l'alcool et la vitesse. Donc je suis légèrement en arrière, mon dossier n'est plus en repos sur mon bas du corps, mais mon haut du corps est en repos sur mon dossier, qui est fait pour ça, puis sur le bas du corps, mais sur mon dossier. Donc je m'économise ma fatigue, et en plus mes yeux vont monter, vont être soulevés, donc je vais m'ouvrir à la circulation. Et je vais plus facilement regarder loin, large, et avoir un regard mobile. Et je m'ouvre à la circulation. Donc on a vu en premier, on règle la hauteur, ensuite la distance au pédale, le dossier. Qu'est-ce qu'on règle après? Le volant, car vous pouvez régler le volant sur les 208 que vous allez conduire et sur la C3 pour ceux qui conduisent actuellement. Donc vous avez une petite poignée, on tire sur la poignée, on peut régler le volant en hauteur et en profondeur. Et après on règle. Alors les rétros, très important. Je rappelle que la première cause de mortalité chez les deux roues, motards, scooters et vélos, c'est un défaut de perception des autres usagers. Donc ça veut dire des gens qui n'ont pas un regard assez mobile par ailleurs devant, des gens qui ne regardent pas assez dans les rétros et dans leur angle mort quand ils déportent leur véhicule à droite ou à gauche. Et à cause de ces gens-là ils clignotent, ils tournent, et bien on percute des motards, on percute des voitures, surtout des deux roues. Donc les rétros c'est très important. Le rétro intérieur, on prend le bas de la vitre, on règle bien au milieu. Le rétro extérieur, certaines auto-écoles disent mettez la poignée dans l'angle machin. Bon, moi je n'apprends pas comme ça, moi je fais le système américain et canadien. Canada, comme ça. Au Canada, ils disent aux élèves de mettre la ligne d'horizon au milieu. Vous voyez la ligne d'horizon? Donc cette ligne d'horizon, ça vous permet de voir un peu par terre pour les manœuvres. Quand on fait des créneaux, des batailles, on est parfois amené à regarder par terre pour voir comment. Pour aussi quand on roule, quand on fait la route côtière, eh bien on jette des petits coups d'œil dans ses rétros pour apprendre à placer son véhicule et à se placer parfaitement au milieu de sa chaussée. Mais il faut quand même voir un petit bout de voiture, un petit bout de poignée, un petit bout de voiture pour avoir un repère. Mais il ne faut pas avoir trop de voitures, il faut voir le moins de voitures possible. Il faut voir le moins de voitures possible, le plus large possible. Ok?
Ensuite, on met sa ceinture et ça tombe au code. Il y a une question au code où on voit une personne parfaitement installée, mais le défaut, c'est que la ceinture, au lieu d'être à plat, elle est vrillée. Qu'est-ce que ça fait une ceinture vrillée? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ceux qui s'installent trop près, hein, les dames, j'ai vu. Normalement, quand on s'installe, il faut avoir les bras légèrement fléchis et être assez loin de son volant. Moi, je vois des dames, des fois, quand on conduit, on voit des personnes âgées, ou même des dames, hein, des gens qui ont leur permis, qui sont comme ça. Là, elles ont tout le haut du corps, on repasse sur le bas du corps, donc elles se fatiguent. Deux, s'il y a un choc, un airbag sort à 200 km/h en 1/10 de seconde. Je répète, pas en 1 seconde, en 1/10 de seconde. 10 fois moins qu'une seconde. T'as pas le temps de faire ouf que t'as déjà l'airbag qui est déclenché à 200 km/h. Donc imaginez si la personne est comme ça. Alors ça, on n'a pas le droit de le dire, mais il faut que je vous le dise quand même. En sécurité routière, on évite de le dire. 1,2% des déclenchements d'airbag provoquent la mort. On n'en parle pas parce que c'est un élément de sécurité qui est énorme. Mais il faut savoir, alors c'est quoi ces 1,2% de déclenchement qui provoquent la mort? Ce sont des gens qui n'ont pas de ceinture. Ils sont là, ils n'ont pas de ceinture, donc ils sont... Imaginez, vous êtes à l'arrêt, vous êtes comme ça devant l'auto-école, vous démarrez votre moteur. Vous verrez quand on conduit que chef de bord, il faut toujours mettre sa ceinture avant de démarrer le moteur. Alors là, on n'écoute pas le moniteur, les moteurs c'est des gros cons, ils ont une tête de con, ils me font chier. On démarre le moteur, sans ceinture ça sert à rien, quelle bande de cons. La vieille nous percute par derrière, elle ne nous avait pas vu stationner. Là, ceinture ou pas ceinture, l'airbag se déclenche. Nous on est presque à l'arrêt. Donc on se fait légèrement percuter, donc on est légèrement projeté vers l'avant, mais pas méchamment. Mais qu'est-ce qui se passe après? L'airbag sort à 200 km/h en 1/10 de seconde. Donc ça fait tchou. Donc c'est projeté en arrière. Donc là, on va avoir sur 1,2% des déclenchements le coup du lapin. Il va y avoir des morts. Donc les personnes qui n'avaient pas de ceinture, elles démarrent, elles ont un petit choc par derrière, vous n'avez pas anticipé. Boum, les déclenchements d'airbag, on va avoir des dommages, on peut même avoir la mort. Et puis les autres sont des gens qui sont trop près. Étouffés. Si on vous dit s'il y a un code, c'est pas vrai. Ok? Hein, pour l'airbag qui se déclenche donc en 1/10 de seconde à 200 km. Alors, la ceinture brillée, revenons à la ceinture brillée. Quand vous prenez une voiture qui se prend un mur, donc une voiture prend une autre voiture, deux voitures à 50 km/h, en choc frontal, tout le monde est mort. Elles sont l'une derrière l'autre, elles se rentrent dedans, il y a des transferts de masse, il y a l'énergie cinétique qui est dissimulée par la vitesse, ça peut être des dommages assez, tout le capot est plié, mais avec les voitures modernes, bon, on a des déformations de tôle, etc. Maintenant, vous avez une voiture à 50, quelle que soit la voiture, elle est vieille, elle est neuve, comme vous voulez, elle prend un mur. Là, on est sur des choses qui sont hallucinantes. On est sur des chocs qui sont indescriptibles. Ah, j'ai plus de truc. Ah, j'ai plus les trucs de qui traînent. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai un accident ici à 50, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est pas à 50, c'est à 60, mais bon, 60-70. C'est un mec de Lorient, c'est un mec de Lorient. Il a pris la voiture à ses parents sans permis. Un mec de Lorient. Quelques années. Donc ça c'est un choc que vous allez avoir. Un choc à 100 km/h, ça va donner plutôt ça. À 100 km/h, une voiture qui se prend un mur représente une masse assimilée d'énergie cinétique de 40 tonnes. 40 tonnes, c'est 40 fois le poids d'une voiture. 40 tonnes, c'est le plus gros camion que vous avez jamais vu de votre vie. Prenez le camion le plus gros que vous avez vu, vous rajoutez une remorque, c'est ça 40 tonnes. C'est énorme, c'est phénoménal. Donc quand vous êtes à 50 km/h, vous prenez un mur, le choc est d'une force inouïe. Donc vous êtes à 50, on fait combien de mètres en une seconde? 25. Combien? 25. 15. Abdelrahmani, tu peux nous dire, expliquer à... Voilà, quand on veut parler de mètres secondes, c'est comme le temps de réaction. C'est 1 mètre en une seconde. Donc c'est le nombre de mètres en une seconde. Le nombre de mètres en une seconde, la raison d'Abdelrahmani, c'est, on prend le chiffre des dizaines par 3, ça fait 15. Donc 5 fois 3, 15. Donc Abdelrahmani, imagine, je fais 15 mètres en une seconde, c'est-à-dire de là
jusqu'au parking en 1 seconde. Quand on roule à 50, on ne se rend pas compte, on fait de là jusqu'au parking en 1 seconde. Et tout d'un coup, t'es arrêté net. Net. Pareil, en moins d'1 seconde, en 1 dixième de seconde, t'es arrêté net. Imaginez, vous prenez toutes vos vitesses, vous prenez un mur. Ça, c'est rien. Contrairement, c'est rien par rapport à ce que vous ressentiriez si vous êtes dans une voiture et que vous preniez un mur. Le choc est d'une violence inouïe, c'est indescriptible. Qui a fait le truc où on est dans une truc de métal et on tape à 7 km/h? C'est 7 km/h, Amina. T'as vu la violence? Mais Lina, elle a fait un truc, ils l'ont mis dans un truc avec une ceinture, ils l'ont fait aller à 7 km/h et ils l'ont fait prendre un mur. C'est ce qui s'est passé. Moi aussi, je l'ai fait, hein. J'étais choqué à vie. Heureusement que j'ai fait ça à 17 ans, sinon je serais plus là pour le temps. Dans mon cerveau, ça m'a tout débloqué. T'as vu, ça a fait réfléchir. Donc vous êtes à 7 km/h et le truc métallique vous arrête net. Donc vous êtes là, pouf! Là, la violence, c'est inouï, quoi. C'est violent. Et on est à 7 km/h. Et si tu le fais à 14 km/h, ce que tu as ressenti va être multiplié par 2, par 4. Par 4, parce que c'est carré la vitesse. Imagine, à 7 km/h, le choc. Tu te rends compte? Là, les gens, qui a fait ce truc-là? Vous l'avez jamais fait en métal, là? Ça devrait le faire partout. C'est génial, ça. Ah, ça te remet les idées en place tout de suite. Hein. C'est carré net. Hein. C'est vraiment impressionnant. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la ceinture vrillée. Votre ceinture est vrillée. Vous êtes à Lorient, vous roulez, et vous prenez une priorité à droite. On va fermer, c'est pour l'accueil. Vous prenez une priorité à droite. Donc là, le choc que vous allez avoir va être une violence inouïe. Alors, on roule, quelqu'un, je sais pas, vous êtes avec des amis à Lorient, il n'a pas vu que c'était une priorité à droite, la voiture déboule, pas vous tapez. Votre ceinture est à plat, elle est vrillée. Ce qui se passe, c'est que quand vous tapez, votre voiture va représenter 8-10 tonnes d'énergie cinétique. Elle représente une masse phénoménale. Et vous qui êtes dans la voiture, vous faites partie du véhicule. Vous et la voiture, vous êtes la même chose. Vous êtes une masse. Et donc, vous êtes dans la masse, et la voiture et vous, vous faites la même chose. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la voiture, elle est en vous. Vous représentez le masse du véhicule est en vous. Vous êtes une unité. Résultat, la ceinture, elle vous arrête, mais c'est une violence inouïe. La ceinture étant bien à plat, vous avez une bonne répartition des masses, vous allez avoir un gros hématome. Si elle est légèrement vrillée, et bien vu que c'est qu'une petite partie de la ceinture qui vous retient, ça va faire comme une barre de fer et ça va vous casser les côtes. Si ça casse une côte, la côte se casse d'une certaine façon, elle perfore un poumon ou le cœur ou autre, vous êtes mort. Donc, on doit toujours avoir la ceinture avant de démarrer. On doit avoir la ceinture bien à plat vrillée. Et ça, c'est une question qui tombe au code. Ça va? Alors, c'est quoi la chaîne cinématique? Chaîne cinématique, que vous allez apprendre en conduite. Quelqu'un peut m'aider? On a vu ça en conduite. Qu'est-ce que c'est que la chaîne cinématique? Donc, la chaîne cinématique, allez, aidez-moi. Non, personne ne voit? Donc, c'est un mot horrible, vulgaire, vous apprendrez ça en conduite. Alors, le moteur. Un moteur, comment ça marche? Vous avez des cylindres, des pistons, etc. Un moteur, ça a été inventé pour faire tourner un axe, par un système d'explosion. On a des petites gouttelettes de gasoil, on a un peu d'air, on a une explosion, une étincelle qui se crée, et se mélange dans une chambre fermée, explose, et balance d'un piston qui fait des allers-retours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez un moteur, ça peut être électrique, ça peut être thermique, ça peut être à gasoil, ça peut être à essence. Et tous ces moteurs-là ont été inventés pour faire tourner un axe ici, qui fait lui-même tourner un autre disque qu'on appelle le volant moteur. C'est le volant moteur. C'est un disque qui est relié au moteur. En face, c'est relié à un autre disque qu'on appelle le disque d'embrayage, qui est relié à une pédale qu'on appelle la pédale d'embrayage. Tout ça, c'est relié à la boîte de vitesse pour sélectionner la bonne vitesse, première, deuxième, et après, on est relié aux roues. Alors, on va enlever la boîte de vitesse, comme ça, vous verrez ça plus tard. On va rester juste sur quelque chose de simple. On a le moteur, on a un disque, un autre disque, et on a le roue. Si le moteur est en route, est-ce que le volant moteur tourne? Oui. Oui, le moteur, il a été inventé pour faire tourner le volant moteur. Donc si vous mettez en route le moteur, Abdelrani, le volant moteur tourne. Est-ce que les roues de la voiture, si on est arrêté, tournent? On est arrêté, on n'est pas parti. Là, Abdelrani, tu es à l'arrêt. Est-ce que ta roue tourne? Tu es à l'arrêt. Elle ne tourne pas. Les roues sont reliées directement à ton disque d'embrayage. Donc est-ce que le disque d'embrayage tourne? Si, et donc voilà, vous avez un disque qui tourne, qui est le moteur, vous avez le disque qui est relié aux roues, et il faut partir. Alors comment on fait pour partir? Quand on lâche l'embrayage, ça fait aller le disque d'embrayage, quand vous lâchez l'embrayage,
votre disque il va vers le volant moteur. Donc je lâche mon embrayage. Alors comment on fait quand on lâche l'embrayage? Est-ce qu'on peut lâcher d'un coup? Non, on lâche tout doucement. Si on relâche tout doucement, oui. Enfin, on relâche assez vite jusqu'au milieu à peu près de la pédale, hein, parce qu'il y a un jeu, on a vu ensemble. Voilà, on va relâcher assez vite l'embrayage. Et quand on n'arrive pas dans la zone où ça entrechoque, mais dans la zone où ça frotte, parce que quand vous relâchez trop vite, vous allez entrechoquer les disques. Donc comme ça tourne très vite, hop, ça entrechoque et ça calme la voiture. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les ingénieurs? Plutôt que d'entrechoquer, ils ont mis une zone juste avant où ça frotte. Donc le disque il vient frotter, il fait frotter l'autre, à la fin il tourne à la même allure, et après, tac, on entrechoque. Mais comme les deux tournent à la même allure, ça ne fait pas une différence de vitesse qui fait caler. Ça va? On en reparlera en cours. C'est juste que vous ayez des notions. Au code, vous n'aurez pas ça en détail. Vous aurez juste savoir que la chaîne cinématique, c'est le relationnel entre le moteur, les roues par le système d'embrayage et de volant moteur. Alors, le pied, quand je conduis, je laisse mon pied tout le temps sur l'embrayage, ou dès que je n'utilise plus l'embrayage, je repose sur le repose-pied. Je laisse l'embrayage ou je le repose et je n'utilise plus? On le repose. On le repose. Pourquoi on le repose? Si on doit freiner, faire un freinage d'urgence. Freinage d'urgence, ça peut nous servir d'avoir un point d'appui. Deuxième chose, si vous avez appuyé tout le temps sur l'embrayage, toute la journée, voilà, vous faites des crampes et on se fatigue. Et la fatigue est la troisième cause de mortalité. Alors, on va continuer à faire de la conduite. La boîte de vitesse. Une boîte de vitesse conventionnelle, donc on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la marche arrière. Il est où le point mort? Est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il est sur tout le trait? Il est entre la 3 et la 4. Pourquoi quand je fais comme ça avec mon levier, ça revient tout seul au milieu? Parce qu'il y a des ressorts. Il y a des ressorts. Vous avez un ressort ici et vous avez un autre ressort ici. Donc pour la première, il faut aller droit vers là et remonter en haut. La deuxième, compresser un peu vers là et aller vers le bas pour que le ressort ne nous gêne pas. La troisième, vous n'avez rien à faire, vous mettez la main ouverte, vous poussez vers le haut et le ressort, ting, vous met au milieu et il vous emmène en troisième tout seul. Donc c'est facile, il faut juste pousser vers le haut, clac, et ça passe tout seul. La quatrième, vous allez vers le bas, c'est en face. Cinquième, vous faites hop, hop, et vous compressez. Donc quand vous arrivez ici, hop, vous compressez le ressort, vous remontez vers le haut. En cinquième, vous mettez la main et vous allez vers le bas, et c'est le ressort qui vous met au point mort et qui va vers le bas. Troisième, on va vers le haut, et second, on compresse vers soi pour compresser le ressort. Tout simplement. Ça, on reverra ça ensemble aussi. En conduite. Alors, en conduite, quand je tourne mon volant, est-ce que je tourne comme ça ou est-ce que je tourne comme ça? 1 ou 2? Allez, qui dit 2? Levez la main. Je recommence. 1 et 2. Qui dit 2? Levez la main. Qui dit 1? Ok. Alors, le 1. La voiture tourne très peu parce que vous ne pouvez pas tourner vite. Un gamin traverse. Un gamin traverse, vous faites ça. Et vous êtes à peine décalé le véhicule. Maintenant, vous faites ça. Vos voitures tournent beaucoup plus. Plus de maîtrise. Un gamin traverse. Ouf, vous avez beaucoup plus de rapidité. Alors, 1 ou 2? C'est pour la sécurité. Donc, quand on croise, je veux tourner à gauche, je monte la main, je croise, je tourne la tête les yeux voir où je vais, je croise en haut du volant. Et comment on ramène le volant? En recroisant pour diriger son véhicule. Il existe une deuxième solution pour ramener le volant. Le glisser. Le glisser quand on a une bonne visibilité, quand c'est large, quand la situation le permet, et qu'on n'a pas besoin de diriger son véhicule en chevauchant, mais avec le regard et avec l'accélérateur. Quand la route est large, on arrive, on tourne, au milieu du tournant, on place son regard où on veut aller, au loin, on regarde au loin le bord droit de la chaussée, on accélère un peu et le volant revient tout seul dans les mains, et on gère la glissade avec le pouce. Attention, on ne fait pas le semi-glissé n'importe où, on ne va pas se mettre à accélérer pour que ça glisse dans des rues étroites, on ne voit rien, c'est dangereux. Donc le semi-glissé, c'est entre parenthèses, nous ce qui nous intéresse surtout, c'est chevaucher et ramener le volant en chevauchant pour garder la maîtrise du véhicule. Qu'est-ce qui dirige un véhicule
Le fait de croiser son volant ou le fait de regarder quelque part? Regarde. C'est quoi qui est en premier? C'est regard ou c'est volant? Volant regarde ou regard volant? Regarde. Regard volant. Tout est regard. Les bons conducteurs, c'est ceux qui ont un bon regard. Ceux qui font du scooter, ils vont tout de suite mieux cartonner que les autres parce qu'ils ont un regard plus mobile. Alors, ceux qui font pas scooter, ils arrivent, ils vont dans la voiture. Voilà, là vous avez 10 heures de plus que quelqu'un qui a déjà fait le scooter. Ils sont les condés. Non, mais dans notre école, c'est légal. Ah ouais, c'est vrai. Ils sont les ch'tards. Non, mais c'est bon, tout va bien, t'es pas en scooter, t'es pas en train de faire le. Ah ouais, c'est vrai, ouais, tout va bien. Ils vont déjà aller partout. Alors, quand on tourne à gauche, est-ce qu'on tourne en prenant bien son virage à la corde comme le pilote? C'est bon pour les dynamiques, c'est bon pour la force centrifuge, c'est comme ça qu'il faut faire pour être vraiment un pilote. Ou alors, est-ce qu'il faut tourner à 90 degrés? C'est pas très bon pour la dynamique, mais c'est un peu peut-être plus pour la sécurité, je sais pas. Alors, est-ce qu'on tourne comme ça ou est-ce qu'on tourne comme ça? Donc la meilleure trajectoire, c'est celle-là, c'est celle la plus logique, où on lutte contre la force centrifuge, c'est la plus fluide. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul sur la route et qu'on ne peut pas avoir une trajectoire fluide, géniale, on ne peut pas. Donc on n'est pas là pour avoir une trajectoire fluide, on est obligé de ralentir, d'avoir une trajectoire plus adaptée. Et comme un camion peut arriver là, on ne peut pas avoir la trajectoire parfaite qu'on aurait sur un circuit, la route n'est pas un circuit, mais on doit effectivement avoir un tournant obligatoirement à 90 degrés. Et si quelqu'un en face, vous tournez à gauche, si quelqu'un en face, vous aussi tournez à gauche, et bien vous allez simplement vous croiser l'un derrière l'autre, ce qu'on appelle le classique. Attention, si vous avez une voie au milieu avec des flèches, là c'est ce qu'on appelle l'indonésienne, et on passe plus l'un derrière l'autre, mais l'un devant l'autre. L'indonésienne, c'est que quand il y a une voie avec des flèches. Ça tombe au cœur. Ok, très bien. On continue. Donc ça, c'est le programme que vous allez faire en conduite. Hein. Je suis en train de retracer le cheminement de ce que vous allez faire en conduite. Alors, nous, on a des problèmes avec les élèves qui vont mal tourner. Pourquoi? Parce que l'élève, donc quand on tourne ici, on fait bien attention en face, on arrive. Alors, avant de tourner, une voiture arrive en face, je m'arrête les roues droites ou je commence à tourner mes roues? Pourquoi les roues droites? Il y a aussi un accident si quelqu'un me rentre dans le cul. Bah oui, si on me rentre dans le cul, moi j'ai les roues tournées, je me retrouve sur la route. L'autre arrive en face à 90, 100. Une voiture à 90, 100 km/h accumule 40 tonnes d'énergie cinétique. 40 voitures. Imaginez, vous êtes poussé par un mec qui a mal, il vous a dépassé, mais il a mal estimé son gabarit, il a mal estimé la largeur de son véhicule, et il vous a tapé un petit peu, vous êtes un peu décalé sur la route, vous vous faites percuter à 90, imaginez les conséquences. Quelles sont les conséquences à votre avis? Mortel. C'est mortel. C'est presque sûr, vous êtes en accident mortel. Maintenant, on a les roues droites. Ils nous rentrent par derrière. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On est poussé devant. Qui est en tort? Derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Un nouveau coffre. Gratuit. La différence, il y a une situation où tu es mort et une situation où tu as un nouveau coffre. La différence à Delrani, ça a été quoi? C'est les roues. Voilà. On arrive dans notre école, tout ce que des moniteurs, on s'en fout, on a son permis, c'est le principal, et puis il nous arrive des drames, on ne comprend pas pourquoi. Parce que les accidents, c'est des détails. Les accidents, c'est des détails. Et c'est tous ces petits détails qu'on évite qui évitent les accidents. C'est des détails, les accidents. Hélas. Ok. Alors, quand vous allez faire la conduite, vous allez attaquer un chapitre qu'on appelle le chapitre Regarder autour de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chapitre? Regarder autour de soi. Regarder autour de soi. Pour anticiper, c'est vrai. Alors déjà, quand on conduit, est-ce qu'on fixe devant soi ou est-ce qu'on a une mobilité du regard? Voilà, comme je disais tout à l'heure, les meilleurs, ce sont ceux qui tout de suite vont avoir une mobilité. C'est ce qui reste à faire au prochain point. Il faut tout de suite que tu sois attaqué. Donc en ayant une bonne mobilité du regard, vous allez pouvoir voir beaucoup d'informations devant et donc éviter tout souci. Si je freine, je peux me faire rentrer par derrière. Imaginez, vous êtes là, quelqu'un est ici, vous avez un stop qui est là, je sais pas, un danger, et vous pilez, vous freinez un peu fort, vous freinez, et il vous rentre dedans. Je recommence, une autre situation. Je suis ici, ici la personne vient de faire tomber son portable, ramasse son portable par terre,
Vous, à ce moment-là, vous freinez et vous rentrez dedans. Pourtant, avant de freiner, il faut toujours plus fort. Rétro-intérieur. On recommence. Donc tu as passé ton permis, tu es à l'auto-école, je ne sais quoi, et donc on t'a appris, avant d'avoir un permis, il faut toujours, c'est un détail, toujours regarder le rétroviseur intérieur quand on freine. On recommence. Kevin, tu es là, rétro-intérieur, tu vois le mec ramasser son portable, qu'est-ce que tu fais? Tu freines ou t'attends? J'attends. Le mec vient de ramasser son portable, finalement il lève les yeux, il voit, toi tu vois qu'il a ramassé son portable, qu'il regarde devant lui, tu commences à freiner délicatement, allumer tes feux stop au point de freinage, et après tu freines réellement, avec un peu de mordant, et là tu évites l'accident. Qu'est-ce qui a évité l'accident? Le rétro intérieur avant de freiner. Donc quand on va prendre la tête les premières heures, à toujours regarder le rétro intérieur, tous les 5 secondes, avant de freiner, avant de rétrograder, avant les ronds-points, avant les tournants, tout le temps, ce que je te dis en conduite en ce moment, c'est pas pour rien. Parce que nous, on peut avoir un carton, tu viens freiner, t'as tombé derrière, là je touche, je peux cartonner. C'est un détail, à nouveau, qui peut entraîner un accident. Donc je répète, avant de freiner, avant de rétrograder, avant de priorité à droite, avant un carrefour, une intersection, avant un danger, avant un groupe d'enfants, tous les 5 secondes, tout le temps, vous devez faire le rétroviseur intérieur. Pour l'examen des permis de conduire, l'inspecteur va vous demander d'accentuer les contrôles. Donc nous, quand on conduit, on fait comme ça. Hein. Là, vous voyez, j'ai des petits coups d'œil dans le rétro. Vous devrez faire comme ça. Voilà, donc j'ai dit tous les 5 secondes. Donc, 1 seconde, 3 secondes, hop, ça déconne. Voilà, et tous les 5 secondes, vous devez. Ouais, il faut que je freine. Hop, je suis freiné, alors 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Tous les 5 secondes avant de freiner. Maintenant, quand on va tourner, on va décaler son véhicule vers là. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut percuter là. Alors, je répète, si je vais vers là, quelque chose peut rentrer par là, peut me rentrer dedans, il peut y avoir un accident. Donc si je veux jamais avoir l'accident de ma vie, si je veux voir ce qui se passe autour de moi, parce qu'il y en a, ils sont là, puis ils tournent, bam, ils percutent. Si vous ne voulez pas percuter, regardez s'il n'y a rien autour de vous, c'est tout. Les Parisiens le font naturellement, les Morbihanais sont toujours surpris. Hein, tac, on est là, il faut tourner la tête, pourquoi on tourne la tête, pourquoi ils font ça, les auto-écoles tournent la tête, c'est bizarre, ça, on ne comprend pas. Je sais pas, je pense à nos parents, quoi. Je comprends pas. Allez à Paris, allez sur le périph', faites clignotant et tournez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Les motards qui passent à fond au milieu en warning, en train de chanter, en train de rouler à fond. Et les flics qui rentrent en course-poursuite, et les dingues, les machins, ça roule tout le temps à fond. Donc qu'est-ce qu'on fait si on veut aller là sans percuter quelque chose? On regarde sur le rétro extérieur. Le problème du rétro extérieur, c'est qu'il vous permet de voir comme ça. Vous ne pouvez pas voir cette partie-là. Donc pour voir cette partie-là, qu'on appelle l'angle mort, c'est un angle mort, car on ne le voit pas dans les deux rétros. Et bien cet angle mort, pour le voir, il faut tourner la tête. On appelle aussi donc angle mort, menton-épaule. Hein, vous roulez, hop, rétro, c'est bon, il n'y a pas de motard, hop, c'est bon, et vous vous déportez. Alors, on a une voiture qui est stationnée devant ici. Quand elle va repartir, comment elle va faire? Censé rapidement. Alors ça, c'est une bonne chose, très bien, Florian. Donc je suis ici, je suis devant l'auto-école, et je quitte mon stationnement. Donc qu'est-ce que je fais avant de partir? On s'installe déjà, la ceinture. On s'installe, tout le bordel. Là, il y a des voitures qui arrivent, donc il faut d'abord... Clignotant pour prévenir qu'on va... Alors clignotant, non, je suis pas d'accord. On va en reparler. D'abord, on regarde. Il a raison, hein, parce que Kevin, il prend des risques, il est devant, il répond, il risque d'avoir la honte, mais il prend des risques. C'est lui qui va apprendre plus vite que vous, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a tout compris pour apprendre vite. Alors en fait, moi, quand je pose des questions, c'est pas pour vous dire si vous êtes nul ou mauvais, c'est parce que la forme interrogative permet aux élèves d'apprendre 70 à 80% des savoirs. Alors que quand on parle comme un prof pendant 1 heure, et que les élèves ne disent rien, ne sont pas en forme interrogative, les élèves ne retiennent que 25 à 30% du savoir. 25-30% quand on parle pendant 1 heure, et quand on pose des questions, 70 à 80%. Donc quand on pose des questions, c'est pas pour vous dire que vous êtes nul ou je ne sais quoi, c'est parce que vous apprenez 2 fois plus vite. Vous payez 38 € de l'apprentissage. Et là, vous êtes au code, on n'est pas là pour jouer. D'accord? Donc nous, on travaille ici, l'auto-école normale, les autres auto-écoles sur la ne le font pas, mais nous, on est les seuls à le faire. On travaille avec ce qu'on appelle la méthode pédagogique interactive. Donc ne le prenez pas mal en conduite si on vous pose une question.
Si vous répondez mal, c'est pas grave. Ne dites pas, ah, j'ai mal répondu, je suis nul. Non, nous, on n'est pas là pour savoir si vous êtes nul ou pas. On est là pour que votre cerveau soit toujours en ébullition. Et ne rentre pas en sommeil parce qu'on parle. C'est clair au niveau de l'attendu? On travaille mieux ici avec les méthodes interrogatives. Mais là, on reprend. On est ici, donc c'est bien, continue. C'est pour ça que tu vas aller vite. Donc, on fait d'abord en fait le rétro intérieur pour voir s'il n'y a pas des voitures qui arrivent. Rétro extérieur. Tu me disais clignotant. Alors oui, s'il n'y a personne, je mets clignotant, mais tout d'un coup, une voiture arrive à fond. Comment tu peux lui dire, je vous ai vu? Et je ne vais pas y aller, je vais... Voilà, c'est pour ça que je te dis, tu mets... Alors, certains élèves intelligents me disent, certains élèves me disent, oui, mais si on met clignotant, puis on l'enlève quand il y a du monde, ça raconte le met le clignotant, si on l'enlève. Ben, le clignotant, c'est pas pour ceux derrière. C'est pour l'environnement. La dame, elle veut traverser avec son gamin, elle sait que vous allez partir. Lui, il veut quitter son stationnement ou je ne sais quoi. L'autre, il arrive là, l'autre, il veut se garer par là. L'autre, il déboule du parking. Vous prévenez votre environnement. Le clignotant, c'est pas pour celui de derrière. J'arrive dans un rond-point, j'arrive avec mon père. Ah, papa, il faut clignotant pour aller à gauche, quand même, on est d'accord? Il n'y a personne. Non, il n'y a pas personne qui dit qu'il n'y a pas un gamin qui va sortir du buisson et qui, en voyant le clignotant, va éviter l'accident mortel. Ou un mec en motard à 250. À Lorient, est-ce que ça existe? Non. 245. Plutôt oui. Il y a des motards qui roulent à 245 à Lorient. Et lui, il le sait, il a vu une vidéo illégale. On a parlé de l'autre. Alors, on continue. Non, on a vu une vidéo illégale d'un mec sur Lorient qui roule à 245, etc. Ça existe, chez nous, partout. C'est de la réalité. Quand on parle qu'il faut garder ses rétros pour tourner, c'est pas un jeu. Si un mec arrive à 245, ah, c'est la faute du motard. Oui, mais vous allez quand même avoir des gros problèmes. Hein. S'il y a un motard sur la conscience, il faut le penser. Puis, de toute façon, vous allez passer des pistaches stupéfiants, alcoolémie, et on va vous trouver, il va falloir sûrement payer des réparations, des dégâts. Et même si le motard, bien sûr, de rouler comme tout le monde, à 90 en campagne, et à 50 en ville, et non pas à 245 km/h. On reprend ici. Je veux partir. Rétro intérieur, rétro extérieur. Il n'y a plus de voiture, finalement. S'il n'y a plus de voiture, qu'est-ce que je fais? Je mets mon clignotant. Et juste avant de partir, vous devez faire quoi? L'angle mort. Quelqu'un pourrait débouler par là. Hein, quelqu'un qui sort de son parking. Quelqu'un, voilà. Donc, vu que vous ne pouvez pas tout voir ici, vous devez faire l'angle mort. Si on ne fait pas l'angle mort au permis, qu'est-ce qui se passe? On est recalé. Vous ne perdez pas les points, vous êtes recalé. Attendez, pire que ça. Vous faites l'angle mort. Vous êtes là, il est rétro. Angle mort, il n'y a rien. Voilà. Clignotant, j'ai fait angle mort. Et puis on y va tranquillement. C'est pas bon. Le danger, il arrive quand? Au moment où on part. Donc l'angle mort, c'est pas trop tôt. C'est pas quand on est parti. Non, attendez, j'ai fait l'angle mort, t'as vu? Ça gueule ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas pour un plaisir militaire, pas pour je sais pas quoi. C'est parce que vous pouvez, quand vous quittez le stationnement, vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas vu l'usager. Alors on voit le vélo qui déboule et qu'elle n'a pas vu dans son rétro, qui vient de son parking ou je ne sais où, ici. Et donc là, si elle ne fait pas l'angle mort juste avant de partir, elle est recalée. Donc vous faites l'angle mort juste avant de partir. Angle mort, t'as recalé, angle mort juste avant de partir, c'est bon. C'est logique. C'est un angle mort qui est logique, pas du cinéma. Après, j'ai entendu Florian qui m'a dit, donc imaginez, on est parti sur la route. Quand on est parti, il n'y avait personne. Et tout d'un coup, un taré arrive à fond. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez partir quand même tranquillement jusqu'à 50, que vous avez envie d'aller doucement, faites ce que vous voulez, c'est la liberté. Ou vous devez dégager rapidement à 50 pour pas aller derrière. Dégager rapidement. Est-ce qu'on est obligé ou on a le droit de partir doucement? On a le droit de partir doucement. Levez la main, c'est qui dit qu'on a le droit de partir doucement. Un. 2. Donc on a le droit de partir doucement. Alors, on va reprendre les choses. Je pars tout doucement, il n'y a personne. Tout d'un coup, un mec arrive d'un virage à 70 km/h au lieu de 50. Là, on ne dégage pas rapidement, il nous rentre dedans. Bon. Ou il ne nous rentre pas dedans. S'il nous rentre dedans, qui est en tort? Il nous rentre par derrière, qui est en tort? Nous. Il nous rentre par derrière, normalement on n'est pas en tort. Qu'est-ce qui arrive sur le constat? S'il est malin. On quittait un stationnement. Vous avez vu les constats avec l'autre jour. Est-ce qu'on est prioritaire quand on quitte un stationnement? Qu'est-ce qui se passe si on a un accident quand on quitte un stationnement? Qui est en tort? Donc qu'est-ce que vous devez faire quand vous faites ça?
vous devez dégager rapidement. C'est obligatoire, c'est la loi. Et si les flics veulent vous faire chier, vous font partout, partez là. Les flics arrivent à derrière, vous ne dégagez pas. C'est pour ça que quand vous voyez partir comme un barbare, c'est pas pour faire le rien. Parce qu'il y a des gens qui arrivent comme des tarifs de m'expliquer ça, que moi je suis respectueux du code de la route, et que mon moteur est chaud, je sais que j'allume pas mon moteur, sinon je laisse tourner mon moteur, je pars d'ici, et quand je vois un mec arrive derrière à fond, je le dégage. C'est le code, j'ai pas le choix. Je peux pas faire un refus de priorité qui me coûterait son permis. Un refus de priorité, on a vu ça l'année dernière, ou je sais plus quand. Les refus de priorité, c'est combien 4. On n'a pas eu l'autre jour. Les refus de priorité, c'est toujours moins 4 points, 135 € d'amende. Je répète, ça tombe tout le temps au code ça. Tout ce qui est refus de priorité, rouler sur une voie de bus, vélo, griller un stop, griller un feu rouge, faire un refus de priorité dans un rond-point, tous les refus de priorité, c'est toujours moins 4 points, 135 € d'amende. Donc si on prend le code à la lettre, je pars d'ici, je fais freiner l'usager qui est sur l'axe, eh bien c'est un refus de priorité, moins 4 points, 135 € d'amende. Ça va? Tout le monde est en vie? Quelle heure il est? Quelqu'un à l'heure? J'ai pas les choses. 37. Alors, en conduite, vous apprendrez aussi, hein, ça sera au bout de 12, 14, 15 heures de conduite, vous apprendrez le circuler. Dans le circuler, vous apprendrez le placement, les changements de fil, et vous apprendrez vif. Alors c'est quoi vif? Tout à l'heure, on a dit que pour tourner, il faut faire, si je veux tourner à gauche, je fais intérieur, extérieur gauche, angle mort, clignotant et frein. C'est pas clignotant, puis après je freine, et après je mets contrôle. Il y a un ordre. Si par exemple, vous vous mettez à freiner sans prévenir le mec derrière, s'il est un peu étourdi, qu'est-ce qui peut se passer? Vous freinez, l'autre ne sait pas, vous tournez à gauche, vous êtes à 90, tiens, tourne à gauche! Le derrière. Maintenant, vous êtes là, à gauche, clignotant, c'est bon derrière, c'est bon. Clignotant, j'ai regardé qu'il avait vu que j'avais bien le clignotant et je freine. Est-ce qu'on. La différence? Hein? C'est Florent? Oui, vous voyez la différence? Donc il y a un ordre logique, et si c'est pas respecté, il peut y avoir des accidents. Donc nous on appelle ça vif. Déjà, il faut être vif en conduite. Il y a des élèves qui sont, on en parlait hier, des Maoris, qui viennent des Mayotte, il y a pas mon d'abord. Ouais, je vais bien. Il fait l'angle mort intérieur, on est déjà dans le rond-point là. Extérieur, même, il fait ça dans le rond-point, on est déjà dans le rond-point. Hein, ok, vas-y, calme. Ils sont trop lents les Maoris. C'est pas de la discrimination, hein, c'est 10 ans de métier. Les Maoris, à la Mayotte, c'est tranquille, quand ils réussissent. Ah, il marche vite, il marche pas. Il marche vite, pourquoi il marche vite? Il ne comprend pas. Il fait froid chez nous. Et tu vois, donc il faut être vif en conduite. Après, un Maoré, c'est pas un débile, hein, c'est des gens normaux, ils sont en métropole, ils s'habituent au froid, ils marchent vite aussi un jour ou l'autre, et puis ils s'habituent à aller un peu plus vite intellectuellement, et ça se passe très bien en conduite, et ils ont leur permis. Mais on leur apprend à être plus vif, plus speed, plus dynamique. Voilà. Et vif, c'est aussi un moyen technique pour retenir qu'il faut toujours regarder d'abord ses rétros, donc vérifier. Ensuite, il faut, donc je veux tourner à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Après, je vais informer, donc ça c'est le clignotant, et après on va faire, donc c'est freiner, c'est rétrograder, c'est tourner son volant, c'est placer son regard dans le tournant. Donc en conduite, les meilleurs, ce sont ceux qui sont vifs. C'est faire ou frein? Faire et frein, les deux. Enfin, ouais, on va dire c'est faire, normalement c'est faire. Faire. C'est faire. Moi j'aime du frein, mais c'est faire. Parce qu'après, dans faire, il y a le frein, il y a le volant, il y a le placement du regard, il y a le chevauchement. Alors, ce qui tombe au code aussi, ce sont les placements. Quand on va tout droit à un stop, à un passage ou à l'entrée d'un rond-point, on peut se placer pour partager la route avec des motards ou des vélos. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des voitures ou des poids lourds, il y a aussi des motards et des vélos. Il y a ceux qui pensent aux motards et aux vélos, ceux qui n'y pensent pas. Ceux qui n'y pensent pas, ils arrivent dans un rond-point, ils arrivent au début du rond-point, ils se mettent à l'entrée du rond-point, ils s'en foutent. Ils sont à l'entrée du rond-point, ils rentrent dans le rond-point, voilà. Alors, la plupart des gens, quand ils rentrent dans un rond-point, ils disent oh, le motard, machin, ils s'en foutent, tout le monde s'en fout, sauf vous. Parce que vous allez passer un permis de conduire, parce que vous allez devoir avoir une stratégie pour gagner des points, et parce que si vous êtes vraiment très mal placé, ça peut être une faute éliminatoire. Donc on prend un stop, par exemple, on va prendre un stop. On va être tout droit. On prend un stop, si on va tout droit, on se place comment? À droite. Si on va à gauche, à gauche. Si on va à droite, à droite. Alors certains me disent, ouais, mais si on va tout droit, on va au milieu. Ah mais si tu vas au milieu, tu empêches celui qui veut aller à gauche et tu empêches celui qui veut aller à droite. Résultat, pour une personne, tu gênes tout le monde. Donc tu partages plus ta route. Donc celui-là au permis, il va perdre beaucoup de points, voire éliminatoire. Celui qui est bien à droite partage sa route. Et on retrouve ça avec un rond-point. Parfois au rond-point, vous avez des petits ronds-points. Voilà. Alors c'est un tout petit rond-point. À quoi ça sert de se mettre un petit peu à droite? Parce que si tu te mets bien à droite, tu peux laisser un petit intervalle pour un éventuel motard. Il n'y a pas de voiture, il y a des motards. Il y a 10 ans, mes parents,
quand vous passez le permis, il y avait 150, 200 000 motards. C'est fini ça. Maintenant, il y a 2,5 millions, voire 3 millions de motards. On a une explosion des motards. À Paris, c'est phénoménal. Et c'est pas les hommes, hein. Paris, c'est les femmes. Femmes, elles ont rarement à Paris, elles trouvent jamais de place. C'est la galère, il y a des bouchons tout le temps. Moto, prennent une moto, faut se faire une moto, elles sont sensibilisées, femmes qui respectent les armes, plus attention, plus la sécurité. Et voilà, elles arrivent dans le magasin, boum. Pas chercher une place. Les bouchons, pas de bouchons. On remonte à gauche, les fils. S'il n'y a pas de ligne continue, si c'est fait en toute sécurité, on a le droit de le faire. Le motard, on a le droit de dépasser les gens en ville. Hein. Pas de ligne continue, c'est fait en sécurité, on a le droit de le faire. Ah, le moyen de transport de moto est un moyen de transport qui permet d'aller plus vite à un endroit ou à un autre, par sa fluidité, par le fait qu'on n'a pas de place à trouver, etc. Quand on veut tourner à gauche et qu'il y a 3 voies, les voies du milieu qui permettent de dépasser permettent aussi de tourner à gauche. On l'a dit aussi, n'oubliez pas que vous devez avoir les roues droites quand vous tournez à gauche. Quand on tourne à droite, souvent on tourne à droite et on reste fixé à gauche. On a peur qu'une voiture arrive à fond en campagne. On tourne, on ne fait pas gaffe à droite, boum, il y avait une autre situation dangereuse et on a un accident. Donc ça c'est typique de l'accident. Okay. Alors les ronds-points, quand vous allez à droite, vous vous placez sur la voie de droite. Tout droit, vous vous placez à l'extérieur, clignotez à droite avant de sortir et vous sortez, mais à l'extérieur. Quand vous allez à gauche, vous vous mettez sur la voie la plus à gauche, clignotez à gauche, clignotez à droite, et après on sort. On fait un angle mort vu qu'on se rabat sur notre voie. On verra ça en détail. Alors, je vous pose une question. Vous arrivez sur un rond-point, donc il y a un panneau blanc à l'entrée du rond-point à 150 mètres qui vous dit qu'il y a les directions